Certains villages ne se sont pas effacés avec le temps. Ils ont été expulsés, ensevelis, brûlés ou délibérément contaminés par des radiations. Aujourd'hui, y entrer, c'est mettre sa santé en danger ou devoir obtenir une autorisation du gouvernement. 10 lieux, 10 histoires de catastrophes, d'erreurs humaines et de secrets encore dissimulés derrière des clôtures et des barbelés. Chers spectateurs, je ne vais vous prendre que 15 secondes. Si vous souhaitez soutenir mon travail, laissez un j'aime et un commentaire. C'est la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer. Bon visionnage. 10e de notre liste, Consonneau est une ville fantôme cachée dans les collines verdoyantes au-dessus de Lecco, dans le nord de l'Italie. Pendant des siècles, ce n'a été qu'un paisible hameau agricole, un petit groupe de maisons en pierre où quelques familles élevaient des animaux et cultivaient de quoi vivre, sur des terrasses escarpées. Puis au début des années 60, un riche comte nommé Mario Bagno a acheté tout le village, et ce qu'il a fait ensuite semble encore aujourd'hui presque impossible à croire. Il n'a pas restauré les vieilles maisons, il les a rasées. Il a aplati ce hameau séculaire jusqu'au sol et s'est mis à construire ce qu'il appelait une ville de jouets, une station de loisirs privée pensée pour attirer les foules par la route de montagne sinueuse le temps d'une journée de dépenses et de spectacles. Quand on se promène aujourd'hui dans les ruines, on comprend à quel point son rêve était étrange. Il y a une large rue commerçante bordée de vitrines vides, dont les vitres ont disparu depuis longtemps, avec des mauvaises herbes qui percent entre les dalles fendillées. Il y a une haute tour de style minaret, dressée à côté d'une fausse pagode orientale, toutes deux déplacées au milieu des collines italiennes, toutes deux en train de s'effriter lentement. Le comte imaginait des restaurants, une salle de bal, des boutiques de tout et de rien, et même un zoo. Pendant un court moment, ça a marché. Des bus remplis de touristes arrivaient, la musique résonnait sur le béton, et l'odeur de friture et de parfum bon marché flottait dans les rues artificielles les week-ends de douceur. Le rêve n'a pas duré. Au milieu des années 70, un glissement de terrain a emporté une partie de la seule route reliant Consonneau au monde extérieur. Sans cette route, les touristes ont cessé de venir. Les bus ont arrêté de grimper la colline. Les restaurants se sont vidés. Les boutiques ont fermé leurs portes. Et la ville jouée du comte est restée à pourrir sur son promontoire solitaire. La pluie s'est infiltrée dans les bâtiments, la peinture s'est décollée en longues bandes, la pagode s'est fissurée, la tour s'est noircie sous l'humidité, et l'herbe a avalé les pistes de danse où l'on faisait autrefois la fête. Aujourd'hui, Consonneau appartient aux explorateurs, aux photographes et aux adolescents en quête de sensations fortes. On peut errer dans la galerie brisée, passer la main sur des murs froids couverts de graffitis et se tenir sous cette tour solitaire en n'entendant rien d'autre que le vent et les oiseaux. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans un lieu construit uniquement pour le plaisir et qui ressemble désormais à un avertissement. Chaque publicité délavée, chaque fontaine vide, chaque rambarde rouillée raconte la même histoire silencieuse. Un homme riche a voulu acheter la joie à coups de bus entiers, a effacé un vrai village pour y parvenir, et la nature a tout repris en l'espace d'une seule vie. Les maisons de pierre qui se dressaient là depuis des centaines d'années ont disparu à jamais, remplacées par du béton qui n'a même pas tenu 50 ans. Tenez-vous au milieu de cette rue qui s'effrite, au crépuscule, et le silence vous serre de toutes parts. On croit presque entendre le fantôme de la musique, presque sentir le sucre et la fumée d'une fête foraine terminée depuis des décennies. La tour projette une longue ombre sur le pavé fissuré, et pendant un instant, toute cette fantaisie absurde ressemble à un rêve dont quelqu'un aurait oublié de se réveiller. Consonneau est l'un des rares endroits de cette liste détruits non par la guerre, le poison ou la fureur de la nature, mais par la pure ambition. Un homme a regardé un village paisible, et y a vu une machine à faire de l'argent. Il a rasé l'histoire pour construire du divertissement, et l'histoire comme le divertissement ont fini par disparaître. Ce qui reste est un monument à une faiblesse très humaine, la conviction qu'on peut bulldozer le passé et bâtir quelque chose de meilleur à sa place.
pour le voir s'écrouler encore plus vite que ce qui existait avant. À son apogée, aussi brève soit-elle, Consono a essayé d'être tout pour tout le monde à la fois. Le conte a rempli ses rues inventées d'un étrange choc des styles, mélangeant arches orientales factices, murs pseudo-médiévaux et devantures modernes, comme si le monde entier pouvait tenir sur un seul sommet italien. Il y avait des échoppes de souvenirs, un bar, une salle de danse, et même des animaux gardés pour divertir les visiteurs. Les familles arrivaient en habits du dimanche, les enfants couraient en riant entre les stands, et l'air vibrait de musique et d'odeurs de plats grillés. C'était bruyant, clinquant et totalement artificiel. Un village de fantaisie sans racines dans la terre qui le portait. Pendant quelques saisons éclatantes, cela a ressemblé au futur. Un jouet de béton et de néon posé là où autrefois, les paysans se courbaient sur leur culture. C'est précisément cette absence de racines qui explique pourquoi tout s'est effondré si vite. Un lieu qui grandit naturellement, maison après maison, génération après génération, enfonce ses os profondément dans le sol et tient bon dans les temps difficiles. Consono, lui, a été bâti presque du jour au lendemain pour le profit, et quand le profit s'est tari, plus rien ne le maintenait debout. Dès l'instant où la route a cédé et où les foules ont cessé de grimper la colline, toute l'illusion a commencé à s'affaisser. La pluie s'est glissée dans les toits plats et modernes. L'humidité a grimpé le long des murs peints. Saison après saison, ce faux paradis s'est ramolli, fissuré, puis a glissé vers la ruine, abandonné par ceux-là même qu'il avait été construit pour divertir, jusqu'à ce que le silence ici haut redevienne aussi profond qu'à l'époque des anciens jours agricoles. Et cette tour solitaire est exactement l'endroit où cette première histoire nous laisse face à un choix. Le comte Bagno a fait dresser un minaret haut et étroit à côté de sa fausse pagode, et il se tient encore aujourd'hui au-dessus des ruines, fissuré, creux, ouvert à quiconque ose entrer. Certains explorateurs gravissent l'escalier délabré pour admirer toute la ville abandonnée depuis le sommet. D'autres jettent un seul regard au béton pourri et refusent d'y poser le pied. Alors dites-moi franchement, si vous étiez au pied de cette tour maintenant, est-ce que vous monteriez ou est-ce que vous resteriez en bas? Écrivez « montez » ou « restez » dans les commentaires et voyons combien d'entre vous sont assez courageux pour faire confiance à cet escalier vieux de 50 ans. La 9e place revient à Craco, une ville médiévale accrochée au sommet d'une colline dans la région de la Basilicate, dans le sud de l'Italie, un lieu d'une beauté si envoûtante que des cinéastes traversent le monde entier pour tourner au cœur de ses ruines. De loin, on dirait une peinture, une couronne de vieilles tours de pierre et de maisons empilées sur une pente d'argile abrupte qui brille d'un éclat doré sous le soleil de l'après-midi. En s'approchant, on comprend que chaque bâtiment est vide. Personne ne vit à Craco, personne n'y vit depuis des décennies. C'est le squelette parfait et silencieux d'une ville que le temps a tout simplement abandonnée. Craco est ancien d'une manière difficile à saisir. Des gens se sont installés sur cette colline il y a plus de 1000 ans, attirés par sa position naturellement défensive. À l'époque médiévale, une haute tour de pierre dominait la ville, surveillant la vallée à la recherche d'ennemis. Des ruelles étroites serpentaient entre des maisons serrées les unes contre les autres, et des générations entières naissaient, se mariaient et étaient enterrées à la vue de cette même tour. Pendant des siècles, la colline les a protégés. À la fin, cette même colline les a détruits. Le problème venait du sol lui-même. Craco repose sur une argile molle et instable qui se déplace et glisse quand les pluies arrivent. Au fil des années, des fissures ont commencé à lézarder les murs des maisons et des églises. Puis, dans les années 1960, une série de glissements de terrain a déchiré la ville, déformant les rues et menaçant d'emporter des bâtiments entiers dans la pente. Le danger est devenu trop grand pour être ignoré. Les habitants ont été relogés dans une nouvelle agglomération, dans la vallée en contrebas, emportant ce qu'ils pouvaient et laissant le reste derrière eux. Plus tard, des tremblements de terre et d'autres glissements ont achevé le travail.
scellant le destin de Cracow comme une ville où plus personne ne pouvait vivre en sécurité. S'y promener aujourd'hui donne l'impression d'entrer dans un instant figé. On grimpe des ruelles raides et friables où l'herbe pousse entre les pavés. Les portes s'ouvrent sur des pièces vides, aux plafonds effondrés et aux murs nus. Le vent s'engouffre dans les fenêtres béantes et produit un son grave, plaintif, qui semble vous suivre de rue en rue. À l'intérieur de l'ancienne église, de pâles traces de peinture s'accrochent encore au plâtre. Partout, l'air sent la pierre sèche, la poussière et la terre chaude qui cuit sous la chaleur du sud. Il y a une étrange grandeur dans cette décrépitude. La tour médiévale se dresse toujours au point le plus haut, marquée mais debout, fixant la même vallée qu'elle observe depuis des siècles. De là-haut, la vue porte à perte de vue. Collines ondulantes, champs lointains, et au loin, la ville moderne où les habitants de Cracow ont été forcés de recommencer leur vie. Le contraste est brutal et triste. D'un côté, une ville vivante et ordinaire. De l'autre, une ville morte et magnifique, séparée par une simple marche et un gouffre de temps impossible à franchir. Parce qu'elle paraît si parfaitement ancienne et abandonnée, Cracow est devenu un lieu de tournage favori pour les équipes de cinéma. Des réalisateurs ont utilisé ces rues désertes pour figurer des villages bibliques et des décors dramatiques, habillant les ruines de costumes et de lumières de torches avant de tout remballer et de laisser à nouveau le silence derrière eux. Pendant quelques jours, la ville se remplit de monde et de bruit, puis elle redevient ce qu'elle est vraiment, un monument creux sur une colline en train de mourir. Pour visiter Cracow correctement aujourd'hui, il faut souvent une autorisation et un guide, car les pierres instables et les structures fragiles rendent la promenade dangereuse en solitaire. Des casques sont distribués à l'entrée, une touche moderne et étrange dans un lieu aussi ancien. On marche sous des arches qui ont survécu à 1000 ans, en sachant que l'une d'elles pourrait finir par céder. Chaque pas est un petit acte de confiance envers des murs déjà jugés trop dangereux pour être habités. Ce qui rend Cracow si troublante, c'est aussi son caractère total. Il ne s'agit pas d'une seule maison en ruine ou d'une tour solitaire au milieu d'un champ. C'est une ville entière, rue après rue, église, place et demeure. Tout a été vidé d'un coup et laissé debout ensemble. Rien n'a été démoli. Rien n'a été emporté par un ennemi. Les habitants ont simplement pris leur vie sous le bras et sont descendus de la colline. Et la ville qu'ils ont laissée derrière eux est restée exactement là où elle était, se creusant lentement sous le soleil et la pluie. On peut lire la forme de la vie ordinaire dans chaque ruelle. Une porte ici, un balcon là, un escalier usé qui monte vers rien du tout. On a moins l'impression d'être face à une ruine que devant la photographie d'une ville, fanée et fissurée, mais toujours debout d'une certaine manière. Le temps avance bizarrement dans un endroit comme celui-ci. Dans la vallée en contrebas, la ville moderne grandit et change. Les voitures vont et viennent, et des enfants naissent sans jamais vivre sur la colline. Là-haut, sur la crête, tout est figé. Les mêmes fissures s'élargissent un peu chaque hiver. Les mêmes murs penchent un peu plus chaque année. Cracow n'est pas vraiment morte. Elle est plutôt en train de mourir sans fin, glissant vers le bas centimètre par centimètre, rendant à l'argile pierre après pierre desserrée. Debout sur sa place silencieuse, avec le vent qui pousse la poussière sur les pavés, on a l'impression d'être un visiteur dans une ville qui existe légèrement en dehors du temps, un lieu que le monde moderne a tout simplement oublié d'éteindre. Si Cracow reste en mémoire, ce n'est pas seulement pour sa beauté, mais pour sa patience. Elle n'est pas morte en un seul instant spectaculaire. Elle a été lentement, doucement poussée hors de sa propre colline pendant des siècles, trahie par le sol même qui l'avait autrefois protégée. Les gens qui vivaient ici n'ont rien fait de mal. Ils ont simplement bâti leur vie sur de l'argile, et la terre, à son propre rythme, a décidé de reprendre la colline. Aujourd'hui, la ville dorée brille sur sa crête au coucher du soleil, vide et fière, chef-d'œuvre de pierre que personne n'a le droit d'appeler chez soi, attendant en silence le prochain glissement de terrain
qui emportera encore un peu de ces murs anciens. 8e de la liste nous emmène sur la côte croate, dans un endroit appelé Kupari, où les ruines ne sont ni médiévales ni pittoresques, mais modernes, brutales et marquées par la guerre. Imaginez une baie splendide près de Dubrovnik, une eau turquoise, une plage de galets, des pins penchés au-dessus du rivage. Maintenant, remplissez ce décor parfait avec les carcasses calcinées d'immenses hôtels de luxe, leurs structures en béton noirci par le feu, leurs fenêtres soufflées, leurs chambres ouvertes au vent salé. Voilà Kupari, et c'est peut-être l'un des lieux abandonnés les plus beaux et les plus troublants de toute cette liste. Kupari fut autrefois un joyau. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une station balnéaire réservée aux officiers de l'armée yougoslave et à leurs familles. Une rangée de grands hôtels s'est dressée le long de la baie, offrant vue sur mer, terrasses ensoleillées et un niveau de confort dont les simples citoyens ne pouvaient que rêver. Des milliers de vacanciers y passaient chaque été, nageant dans une eau limpide, dînant sous les pins et dormant dans des chambres modernes à 2 pas de la plage. C'était un paradis privé, bâti pour les puissants, vibrant de rire et du tintement des verres lors des soirées douces. Puis la guerre est arrivée. Au début des années 1990, alors que la Yougoslavie se disloquait dans la violence, la région de Dubrovnik est devenue un champ de bataille. Les hôtels de Kupari ont été bombardés et incendiés. Les bâtiments qui accueillaient autrefois les vacanciers ont été vidés, pillés, puis laissés à l'état de ruines noircies, tournés vers la même mer magnifique. Ce que le feu et les obus avaient commencé, des années d'abandon l'ont achevé. La station n'a jamais été reconstruite. Le luxe y est tout simplement mort sur place. Se promener aujourd'hui dans Kupari est une expérience étrange qui vous colle à la peau. Vous entrez dans d'immenses halls d'hôtels dont les plafonds se sont effondrés et la lumière du jour s'infiltre à travers les décombres. Des escaliers en colimaçon montent vers des étages vides. Des graffitis recouvrent les murs intérieurs, des éclats de couleurs vives sur du béton brûlé. Dans certaines chambres, on distingue encore les contours de l'endroit où se trouvaient autrefois les lits et les meubles, des silhouettes fantomatiques sur des sols tachés. L'odeur est un mélange de sel marin, de béton humide et de vieilles cendres qui ne disparaît jamais tout à fait. C'est ce contraste qui rend Kupari inoubliable. D'un côté s'étend l'un des littoraux les plus splendides d'Europe, une eau si claire qu'on voit jusqu'aux galets au fond. De l'autre se dressent ces énormes bâtiments morts, silencieux et brûlés, comme les cadavres de géants abandonnés sur le sable. Les touristes viennent encore à la plage en été, étalant leurs serviettes à l'ombre des ruines, nageant joyeusement pendant qu'un hôtel éventré les surplombe. La beauté et la destruction cohabitent, refusant d'être séparés. On peut se promener librement dans une grande partie du site, même si l'endroit est loin d'être sûr. Des gravats instables jonchent les sols, du métal rouillé dépasse des murs brisés, des puits ouverts et des garde-corps manquants attendent le faux pas d'un visiteur distrait. Les explorateurs montent jusqu'aux étages supérieurs pour regarder la baie à travers des cadres de fenêtres vides, sentant le vent chaud traverser des pièces qui avaient autrefois des vitres, des rideaux et des clients endormis. Chaque pas résonne dans le béton creux, et des pigeons s'envolent soudain des ombres, leurs ailes claquant fort dans le silence. Il y a dans Kupari une tristesse profonde, différente de celle des autres lieux de cette liste. Ce n'était pas un village détruit par la nature, le poison ou un lent déclin. C'était un lieu de plaisir et de privilège, délibérément anéanti par la violence humaine, puis abandonné par indifférence. Pendant des années, on a parlé de raser les ruines pour construire à leur place de nouvelles stations balnéaires rutilantes, d'effacer les cicatrices et de repartir de zéro. Jusqu'à présent, les hôtels incendiés sont toujours là, trop abîmés pour servir et trop tenaces pour disparaître complètement. Ce qui frappe le plus à l'intérieur de ces ruines, c'est l'ampleur même de ce qui a été perdu. Ce n'étaient pas de petites pensions, mais d'énormes blocs de béton, hauts de plusieurs étages, chacun conçu pour accueillir des centaines de clients à la fois.
De longs couloirs s'enfoncent dans l'obscurité, bordés de porte après porte identiques, chaque chambre étant une petite boîte qui abritait autrefois un lit, une vue sur la mer et une famille en vacances. Aujourd'hui, les portes pendent ou ont disparu complètement, et les couloirs ne résonnent plus que de vos propres pas et du ressac lointain. C'est la taille du vide qui dérange. Tant d'espace construit uniquement pour le plaisir, désormais figé dans un silence total, étage après étage de chambres où plus personne ne dormira jamais. La nature reprend lentement ses droits sur les ruines, comme elle le fait partout où on la laisse tranquille. Le sel de la mer ronge l'acier exposé, striant le béton de longues larmes rouillées qui descendent le long des murs. L'herbe et de petits arbres percent les terrasses fissurées où des transats étaient autrefois alignés face à l'eau. Des oiseaux nichent tout en haut des étages éventrés, leurs cris descendant à travers les plafonds brisés. En été, le contraste devient presque insupportable. Des fleurs sauvages éclatantes poussant au pied de murs noirs, marqués par le feu, la vie s'obstinant discrètement au milieu d'une destruction si volontaire, comme si la côte elle-même essayait de pardonner ce que les hommes avaient fait ici. Debout sur cette plage au coucher du soleil, avec la lumière dorée qui se répand sur l'eau et brille sur les fenêtres noires et vides au-dessus de vous, on sent tout le poids de ce qui s'est passé ici. Des gens venaient autrefois précisément à cet endroit pour se détendre et oublier leurs soucis. Puis ce même siècle qui avait bâti leur paradis l'a incendié. Coupari reste suspendu entre ces deux vérités, une station et une ruine, un rêve et un avertissement. Ces tours brisées reflétées dans la mer calme et indifférente qui continue de rouler, comme si rien de tout cela n'avait jamais mal tourné. La 7e place nous emmène derrière l'ancien rideau de fer, à la découverte d'un secret qui, officiellement, n'a jamais existé. Au cœur des forêts de Lettonie se dresse Skrundawan, une ville fantôme si bien cachée que pendant des décennies, elle n'apparaissait sur aucune carte publique, n'avait aucun nom de lieu qu'un étranger aurait pu trouver et restait inaccessible sans les plus hautes autorisations. C'était une implantation militaire fermée, construite par l'Union soviétique, où vivaient des soldats et leurs familles au service de l'une des installations les plus importantes et les plus paranoïaques de la guerre froide. Une station radar d'alerte avancée conçue pour scruter le ciel à la recherche de missiles en approche. Tout, à Skrundawan, avait été pensé pour le secret. La ville était installée derrière des clôtures et des points de contrôle, coupée du reste de la campagne environnante. À l'intérieur de ces barrières vivait une communauté autonome, immeubles d'habitation, écoles, centres culturels, commerces et aires de jeu. Les enfants y ont grandi sans jamais dire aux gens de l'extérieur où exactement ils habitaient. Leurs parents faisaient fonctionner et surveiller les gigantesques systèmes radars voisins, d'immenses structures qui balayaient l'horizon jour et nuit, alimentant une machine militaire prête pour une guerre qui, heureusement, n'est jamais venue. Pour le monde au-delà, cet endroit n'était qu'un vide sur la carte, une rumeur, une ombre dans les arbres. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, l'ombre a commencé à se dissiper, mais la ville n'est pas morte tout de suite. Pendant encore quelques années, les forces russes ont continué à exploiter le radar en vertu d'un accord, alors même que la Lettonie devenait indépendante. Puis la grande station radar a été fermée et démolie, et les soldats ont fini par partir pour de bon. Skrundawan s'est vidé, sa raison d'être a disparu, et ses secrets ne valaient plus la peine d'être gardés. Les grilles sont restées ouvertes sur un lieu qui, toute son existence, avait consisté à tenir les gens à l'écart. S'y promener aujourd'hui, c'est traverser le rêve figé d'un empire disparu. Les immeubles se dressent en rangs silencieux, leurs fenêtres noires et brisées. À l'intérieur, on découvre du papier peint qui s'écaille, des meubles abandonnés, et les petites traces ordinaires de vie vécue dans le secret, un dessin d'enfant, un sommier rouillé, une chaussure oubliée dans un coin. Dans l'ancienne salle culturelle, une scène fait encore face à des rangées de sièges vides,
et de faibles vestiges de slogans et de fresques soviétiques s'accrochent au mur, glorifiant une idéologie déjà glissée dans l'histoire. Le sol du gymnase est enseveli sous les plâtres tombés. Partout, l'odeur froide et humide du béton et de la décomposition vous remplit les poumons. Skrundawan dégage un froid particulier, celui que l'on ressent quand on sait ce qu'était cet endroit. Ce n'était pas un village quelconque, c'était un lieu conçu pour la guerre, peuplé de gens dont toute la vie était classifiée. En montant les cages d'escalier et en jetant un œil dans les cuisines vides, on peut presque sentir la discipline et la peur qui remplissaient autrefois ces pièces. Cette impression d'être toujours observé, toujours prêt. Les aires de jeu sont ce qu'il y a de plus bouleversant. Des balançoires rouillées et des structures d'escalade décolorées se dressent dans des cours envahis par la végétation, preuve que des enfants ordinaires ont ri et joué ici, sans savoir que toute leur ville natale était un secret d'État. Au fil des années, les bâtiments ont été pillés et vandalisés. Des voleurs de métal ont arraché les tuyaux et le câblage. Des explorateurs ont laissé leurs marques sur les murs. La nature s'est infiltrée par chaque fissure, faisant pousser l'herbe à travers le bitume et les lianes sur le béton. La forêt, qui autrefois cachait la ville aux avions espions, est maintenant en train de l'engloutir peu à peu, adoucissant les lignes dures soviétiques sous le verre. À certaines saisons, l'endroit ressemble moins à une ville qu'à un ensemble de ruines antiques, vestiges d'une civilisation tombée du jour au lendemain. Pendant longtemps, le site est resté strictement interdit, et même après son abandon, son accès demeurait contrôlé, une habitude du secret qui a survécu au gouvernement qui l'avait créé. Il y a bien eu des tentatives pour vendre le terrain ou lui donner une nouvelle vie, pour transformer cette ville fantôme en quelque chose d'autre, mais l'ampleur même de la dégradation rend la chose difficile. Alors Skrundawan attend dans sa forêt, fossile parfaitement conservé de la peur de la guerre froide, là où des soldats fixaient autrefois des écrans lumineux à la recherche de la fin du monde. Debout sur la place centrale déserte, entouré de blocs identiques qui s'effritent, on ressent l'étrange solitude d'un lieu qui n'a jamais été destiné à être vu et qui n'est désormais observé que par quelques curieux. Toute une communauté a existé ici dans un silence total, a servi une cause que le monde n'avait pas le droit de connaître, puis s'est simplement évaporée, laissant derrière elle du béton, de la rouille, et l'écho qui s'efface d'une superpuissance qui croyait autrefois qu'elle durerait pour toujours. Sixième de notre liste, voici un village dont l'histoire vous brisera le cœur d'une manière que les autres ne font pas, parce que les gens qui l'ont quitté étaient sincèrement persuadés qu'il reviendrait. Sur la côte du Dorset, dans le sud de l'Angleterre, se trouve Tyneham, un petit village agricole qui a vécu normalement, dans la simplicité, jusqu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des cottages en pierre grise, une église, une école, et des familles qui travaillaient les mêmes champs depuis des générations. Puis, durant l'hiver de 1943, l'armée britannique a frappé à chaque porte et a demandé aux villageois de partir. C'était, leur a-t-on dit, pour l'effort de guerre. Ce ne serait que temporaire. Les terres autour de Tyneham étaient nécessaires comme terrain d'entraînement pour les troupes qui se préparaient à l'invasion de l'Europe occupée. Les soldats avaient besoin d'un vaste espace dégagé pour s'exercer avec des chars et des munitions réelles, et ce coin tranquille de la côte était parfait. Alors les habitants de Tyneham ont fait leurs valises, rassemblé leurs enfants et ont quitté les maisons où leurs familles vivaient depuis des siècles. En partant, l'un d'eux a accroché une note manuscrite à la porte de l'église. Elle demandait aux soldats de traiter le village et son église avec bienveillance, parce que les habitants avaient abandonné leur foyer pour aider à gagner la guerre, et qu'ils espéraient revenir un jour. Ils ne sont jamais revenus. Quand la guerre s'est terminée, le terrain est resté sous contrôle militaire, et c'est encore le cas aujourd'hui. L'évacuation temporaire est devenue définitive. Les villageois, partis de bonne foi en pensant rentrer chez eux quelques mois plus tard, ont appris qu'ils ne pourraient pas revenir. Leurs maisons, leurs champs,
Tous leurs modes de vie ont été enfermés derrière les limites d'un champ de tir de l'armée. Pour beaucoup d'entre eux, la douleur de cette promesse brisée les a accompagnés jusqu'à la fin de leur vie. Comme le village se trouve à l'intérieur d'une zone militaire active, Tai Nam n'est ouvert au public que certains jours, lorsque les tirs n'ont pas lieu. Pour s'y rendre, on suit des routes de campagne sinueuses, bordées de drapeaux rouges et de panneaux avertissant de la présence d'obus non explosés. Quand le champ de tir est ouvert, on peut descendre la seule rue du village et voir les cottages sans toit, leurs murs toujours debout, mais leurs intérieurs depuis longtemps disparus. L'herbe pousse là où se trouvaient autrefois les planchers. Le lierre grimpe sur les fenêtres vides. L'air marin est vif et frais, porté par les cris des mouettes et le bruit lointain des vagues. L'endroit le plus émouvant de Tai Nam, c'est l'école et l'église, tous deux préservés. En entrant dans la petite école, on la découvre presque telle qu'elle était. De petits pupitres, un vieux tableau noir, des patères au mur. Les noms des enfants qui ont étudié ici autrefois y sont inscrits. Rappel discret qu'il s'agissait d'une communauté bien vivante et pas seulement d'un ensemble de bâtiments. Dans l'église, des panneaux racontent l'histoire des familles parties sans jamais revenir. Il est impossible de se tenir là sans sentir, dans le silence de l'air, le poids de cette promesse brisée. Dehors, les cottages bordent la ruelle comme une rangée de tombes ouvertes. On peut franchir les seuils et entrer dans des pièces sans toit, lever les yeux vers le ciel là où un plafond devrait être et imaginer les feux qui brûlaient autrefois dans ces cheminées, les repas préparés, les conversations partagées. Les fleurs sauvages ont envahi les jardins, les oiseaux nichent dans les cheminées. La nature s'est installée ici avec douceur, sans violence, reprenant peu à peu un lieu que les gens ont été forcés d'abandonner. Ce qui rend Tai Nam si hanté, c'est son innocence. Ici, il n'y a eu ni catastrophe, ni poison, ni incendie, ni effondrement. Les habitants n'ont rien fait de mal. Ils ont simplement fait confiance à leur gouvernement, tout sacrifié pour aider leur pays dans son heure la plus sombre, puis ont été trahis en silence une fois le danger passé. La note sur la porte de l'église, qui demandait seulement que le village soit traité avec bonté, résonne encore à travers les ruines, comme l'une des requêtes les plus tristes de toute l'histoire de la guerre. Debout dans la ruelle vide, avec la brise marine qui traverse les maisons sans toit et l'herbe qui murmure sous vos pas, on sent le poids d'une promesse jamais tenue. Tai Nam s'est offert pour quelques années et a été pris pour toujours. Il attend là, sur sa côte solitaire, préservé et protégé, un village qui a trop fait confiance et qui a payé de sa propre existence, espérant encore, d'une manière silencieuse, que ses habitants puissent enfin rentrer chez eux. La 5e place nous emmène aux 4 coins du monde, au cœur de la forêt amazonienne, vers l'un des rêves brisés les plus étranges de l'histoire industrielle. Au fond de la jungle brésilienne, sur les rives d'un large fleuve, se dressent les ruines d'une ville américaine qui n'aurait jamais dû exister là. Elle s'appelle Fordlandia, et elle est l'œuvre de l'un des industriels les plus puissants de tous les temps, Henry Ford, l'homme qui a mis le monde sur roue. À la fin des années 1920, Ford décida de tailler un morceau d'Amérique provinciale en plein cœur de la forêt tropicale, et le résultat fut une collision spectaculaire et tragique entre la vision obstinée d'un seul homme et la réalité indomptable de la jungle. La raison de Ford était simple et immense. Ses usines avaient besoin de caoutchouc pour les pneus, et le caoutchouc venait d'arbres qui poussaient sous les tropiques. Pour s'affranchir des marchands qui contrôlaient l'approvisionnement mondial, Ford acheta une immense parcelle de terre en Amazonie et se lança dans sa propre production. Mais il ne voulait pas seulement une plantation, il voulait une ville propre, ordonnée, typiquement américaine, perdue au milieu de nulle part, avec des maisons bien rangées, des rues pavées, un hôpital, une école et même un château d'eau qui se dresserait au-dessus des arbres. Il fit venir des machines et des urbanistes, puis commença à bâtir son rêve sur la berge du fleuve. Pendant un temps, cela a dû sembler incroyable. Des rangées impeccables de maisons avec vérandas, des lumières électriques brillant dans l'obscurité de la jungle, un terrain de golf
et une salle de bal pour les ouvriers. Mais Ford commit une erreur fatale. Il essaya de gérer l'Amazonie comme il gérait une usine du Midwest américain, en ignorant les conseils de ceux qui connaissaient vraiment la terre. Les EVA, plantés trop serrés en rangs bien propres, devinrent des cibles faciles pour les maladies et les parasites qui les ravagèrent. La plantation censée fournir le monde entier produisit à peine du caoutchouc exploitable. La ville souffrit tout autant que les arbres. Ford imposa aux ouvriers brésiliens ses propres règles strictes, nourriture américaine à la cantine, code de conduite, mode de vie totalement étranger à la région. Les tensions finirent par exploser. À un moment, les travailleurs se soulevèrent de colère contre les règles rigides des repas et les conditions de vie, brisant meubles et équipements dans une révolte furieuse avant que l'ordre ne soit rétabli. Le rêve d'une petite Amérique heureuse et disciplinée ne correspondait tout simplement pas à la réalité des hommes qui vivaient et transpiraient là-bas. Au final, Fordlandia échoua complètement. Le caoutchouc n'arriva jamais en quantité suffisante pour Ford. Les coûts s'accumulèrent. Après des années de lutte, tout le projet fut abandonné et le terrain revendu, à perte colossale, sans que Ford lui-même n'ait jamais mis les pieds dans la ville qu'il avait fait construire. La jungle, patiente comme toujours, commença à reprendre ses droits. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme hantée, engloutie par le verre. On peut encore voir le château d'eau se dresser au-dessus des arbres, rouillé et strié par les années. Les anciens entrepôts sont vides, leurs machines figées sur place, avec des outils et du matériel laissés là où les ouvriers les ont abandonnés il y a des décennies. À l'intérieur des maisons de style américain, la peinture s'écaille sur les murs et des lianes s'infiltrent par les fenêtres brisées. L'hôpital, autrefois moderne et fier, se tient silencieux, vidé de tout. En parcourant les rues envahies par la végétation, on sent la chaleur épaisse et humide de la forêt qui vous enserre. On entend les insectes bourdonner dans l'ombre, et l'on respire l'odeur riche et pourrissante du ver de la jungle qui reprend tout. Quelques personnes vivent aujourd'hui dans la zone et autour, mais la grande vision de Ford est morte depuis longtemps. Ce qu'il reste, c'est un monument à l'hubris, la croyance que l'argent et la puissance industrielle pouvaient dompter l'endroit le plus ancien et le plus sauvage de la planète en y imposant simplement un mode de vie étranger sans jamais céder d'un pouce. L'Amazonie se moquait bien de la richesse d'Henry Ford. Elle se moquait de ses chaînes de montage et de sa discipline. Elle a poussé, elle a pourri, elle a propagé la maladie dans ses rangées parfaites d'arbres et, à la fin, elle a patiemment effacé sa ville américaine, presque comme si elle n'avait jamais existé. Debout sous ce château d'eau rouillé, entouré par une jungle qui s'étend sans interruption sur des centaines de kilomètres, on comprend à quel point même la plus grande ambition humaine peut être minuscule. Fordlandia prouve qu'on ne peut pas imposer son rêve à un lieu qui obéit à ses propres lois ancestrales. L'un des hommes les plus riches de l'histoire a englouti une fortune dans une fantaisie, et la forêt tropicale l'a transformée en ruine en silence, ne laissant derrière elle que la rouille, le silence et le bourdonnement vert infini des arbres qu'il n'a jamais pu vaincre. Quatrième sur notre liste n'est pas seulement abandonnée, elle a été officiellement rayée de la carte, effacée volontairement parce que rester là pouvait vous tuer. Dans l'outback reculé de l'Australie occidentale se trouve Wittenoom, une ville dont le simple nom est devenu un avertissement. De loin, on dirait un paysage ordinaire de terre rouge, avec ses collines sèches et son ciel immense. Mais le sol cache ici un tueur invisible, si dangereux que le gouvernement a retiré à la ville son statut, coupé l'électricité et demandé au monde entier de rester à l'écart. Wittenoom est empoisonné, et ce poison est l'un des matériaux les plus mortels que l'être humain ait jamais extrait du sol. L'histoire commence avec l'amiante bleue, un minéral autrefois très recherché pour sa résistance à la chaleur et au feu. Au milieu du XXe siècle, une mine a ouvert dans les gorges près de Wittenoom,
et une ville s'est développée autour pour loger les ouvriers et leurs familles. Pendant un temps, l'endroit était animé, prospère. Les hommes descendaient dans la mine et à l'usine pour extraire et broyer les fibres bleues, rentrant chaque jour couverts d'une poussière fine. Cette poussière était partout, dans l'air, sur les routes, dans les cours où jouaient les enfants. Ce que personne ne comprenait vraiment ou ne voulait admettre, c'est que ces minuscules fibres étaient mortelles. L'amiante bleue, lorsqu'on en respire les fibres dans les poumons, peut provoquer des maladies terribles qui mettent parfois des décennies à se déclarer. Les ouvriers, leurs épouses et même leurs enfants ont inhalé cette poussière année après année. La mine a fini par fermer lorsqu'elle n'était plus rentable, mais les dégâts étaient déjà faits, et ils ont continué à se révéler pendant des décennies. Des personnes ayant vécu à Wittenum ont développé des maladies mortelles bien après avoir quitté les lieux, les fibres attendant silencieusement en elles comme une mèche à combustion lente. Le passé joyeux de la ville s'est transformé en l'une des pires catastrophes sanitaires industrielles que le pays ait jamais connues. Quand l'ampleur du drame est devenue impossible à nier, les autorités ont pris des mesures radicales. Elles ont commencé à fermer la ville, à racheter les habitants, à démolir les bâtiments et à effacer peu à peu Wittenum de l'existence officielle. Son nom a disparu des cartes et des panneaux routiers. L'électricité a été coupée. La ville a été officiellement radiée, ce qui signifie qu'elle n'était plus reconnue comme une ville du tout. L'objectif était d'empêcher quiconque d'être attiré là-bas, car la contamination n'avait pas disparu avec la fermeture de la mine. Les résidus miniers, des millions de tonnes de déchets d'amiante broyés, reposent toujours dans les gorges et autour de l'ancien site, et les fibres mortelles peuvent encore flotter dans l'air. Ce qui rend Wittenum particulièrement glaçante, c'est que le danger est invisible. Pas de feu à voir, pas d'inondation, pas d'effondrement. La menace est microscopique, portée par le vent, en attente d'être respirée. Des panneaux avertissent les visiteurs que pénétrer dans la zone expose à l'amiante et à de graves maladies. Pourtant, pendant des années, des voyageurs curieux et des amateurs de sensations fortes ont quand même roulé jusque-là pour voir cette ville fantôme interdite, posant sur un sol contaminé pour prendre des photos sans toujours comprendre qu'une seule bouffée de la mauvaise poussière pouvait raccourcir leur vie. Les autorités ont travaillé dur pour empêcher les gens d'y entrer et pour fermer les routes qui y mènent. Les quelques structures qui subsistent se dressent sous un ciel immense et vide, entourées de magnifiques gorges rouges qui cachent leurs secrets mortels. Le silence est total, seulement brisé par le vent qui glisse sur la poussière et l'herbe sèche. Il y a une ironie terrible dans ce décor. Le paysage est vraiment splendide, ce genre de décor brut de l'outback pour lequel on voyage loin afin de l'admirer, et pourtant le sol même sous nos pieds est l'un des endroits les plus contaminés du pays. Ici, beauté et mort partagent le même air, et impossible de voir la frontière entre les deux. Wittenum est une leçon brutale sur ce qui arrive quand le profit passe avant la vie humaine. Pendant des années, les dangers de cette poussière bleue ont été minimisés ou ignorés, tandis que la mine continuait de tourner et que les familles continuaient de l'inhaler. L'addition est arrivée lentement, dans les hôpitaux et les funérailles étalées sur des décennies, dans un deuil qui a survécu à la ville elle-même. Aujourd'hui, l'endroit a presque entièrement disparu, ses bâtiments ont été rasés, son nom effacé, ses routes barrées. Tout cela pour protéger les gens de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas voir. C'est un village tué non pas par une seule catastrophe, mais par un poison lent et silencieux. Une ville fantôme si dangereuse que la seule chose censée à faire était de la faire disparaître, et d'avertir chaque être vivant de garder ses distances et de ne jamais respirer son air. La 3e place revient à une ville qui n'est pas seulement morte, mais littéralement en train de brûler, et qui brûle sous terre depuis plus longtemps que la plupart des gens ne sont en vie. Dans le pays du charbon de Pennsylvanie, à l'est des États-Unis, se dressait autrefois une petite ville animée appelée Centralia. Il y avait des maisons, des églises, des commerces,
et des rues pleines de familles dont la vie reposait sur les riches veines d'anthracite qui couraient sous leurs pieds. Aujourd'hui, il ne reste presque rien, et la raison est stupéfiante. Un incendie déclenché il y a plus de 60 ans couve encore au plus profond du sol, et personne n'a jamais réussi à l'éteindre. La catastrophe a commencé au début des années 60. L'étincelle exacte fait encore débat, mais on pense généralement qu'un feu allumé pour nettoyer une décharge s'est faufilé dans une veine de charbon à nu sous la ville. Une fois que le charbon souterrain a pris, plus rien n'a pu l'arrêter. Les veines de charbon s'étendent sur des kilomètres dans la terre, et le feu s'en nourrit lentement, sans relâche, en suivant son combustible partout où il le mène. Ce qui avait commencé comme un simple brasier en surface a plongé dans les mines en dessous, et s'y est installé pour une combustion qui survivrait à toute la ville. Pendant des années, les habitants de Centralia ont vécu au-dessus d'un enfer caché. De la fumée et de la vapeur ont commencé à s'infiltrer par les fissures du sol. La terre devenait chaude sous les pieds. Des gaz mortels, invisibles et inodores remontaient jusque dans les caves. Le vrai cauchemar est arrivé quand le sol lui-même a commencé à s'effondrer. En un instant terrifiant, un jeune garçon a failli être englouti par un gouffre qui s'est ouvert sous lui, un trou laissant échapper de la vapeur brûlante et des fumées toxiques venues du feu en dessous. Il a survécu, mais le message était clair. La terre sous Centralia n'était plus un endroit sûr où poser le pied. À mesure que le danger devenait impossible à nier, les autorités sont intervenues. Des études ont confirmé que l'incendie pouvait continuer à brûler pendant très longtemps et que vivre au-dessus était tout simplement trop dangereux. La plupart des habitants ont accepté les indemnisations, ont fait leurs valises et sont partis. Leurs maisons ont été démolies. Les rues qui abritaient autrefois des rangées de maisons sont restées vides, fissurées et peu à peu envahies par la végétation. Le code postal de la ville a fini par être supprimé, une façon administrative de dire que Centralia, en tant que lieu, n'existait plus vraiment. Quelques irréductibles ont refusé de partir, s'accrochant aux maisons qu'ils aimaient même pendant que la communauté disparaissait autour d'eux. Visiter Centralia aujourd'hui, c'est se retrouver dans un paysage qui semble profondément irréel. Là où se dressait autrefois une ville animée, on trouve des quadrillages de bitume qui ne mènent nulle part, des trottoirs et des perrons qui s'arrêtent dans les herbes folles et la forêt. Par temps froid, des volutes de fumée et de vapeur s'élèvent silencieusement des fissures du sol, s'enroulant entre les arbres. La terre nue peut sembler chaude au toucher par endroits. Une légère odeur de soufre flotte dans l'air, âcre et étrange. Sous vos pieds, toujours, il y a cette certitude. Un feu continue de dévorer le charbon, patient et impossible à arrêter. Pendant des années, l'un des spectacles les plus célèbres était une portion d'autoroute abandonnée qui s'était gondolée et fondue sous la chaleur venue d'en dessous, sa surface recouverte de graffitis colorés laissés par d'innombrables visiteurs. Cette route craquelée est devenue le symbole de tout cet endroit inquiétant, un chemin qui mène vers une ville consumée par en dessous. Des panneaux d'avertissement mettent en garde contre les dangers du sol instable, des gaz toxiques et des gouffres cachés qui peuvent s'ouvrir sans prévenir. Pourtant, cette atmosphère étrange, presque apocalyptique, continue d'attirer les curieux, venus voir de leurs propres yeux un endroit où la terre elle-même semble vivante et en colère. Ce qui rend Centralia si inoubliable, c'est l'échelle du temps en jeu. Ce n'est pas une catastrophe qui a eu lieu puis s'est terminée. C'est une catastrophe qui se produit encore, maintenant, sans aucune fin en vue. Des experts ont suggéré que l'incendie souterrain pourrait continuer à brûler pendant encore de nombreuses décennies, peut-être même bien plus d'un siècle, se nourrissant de veines de charbon qui s'étendent bien au-delà de l'ancienne ville. Des êtres humains ont déclenché ce feu par accident, et des êtres humains se sont révélés totalement impuissants à l'arrêter. Debout sur ce sol silencieux et fumant, entouré du contour fantomatique de rues qui ne mènent plus à aucune maison, on ressent la puissance humiliante de quelque chose que nous avons libéré et que nous ne pouvons pas contrôler. Centralia est une ville dévorée par un feu qu'elle ne survivra jamais,
un lieu où le sol respire la fumée et où la terre continue de brûler dans l'obscurité, indifférente au temps, aux efforts et aux gens qui appelaient autrefois cette terre chaude et empoisonnée leur foyer. La deuxième place nous mène à une tragédie si soudaine et si violente qu'elle a transformé un paisible village brésilien en cimetière de boue en quelques minutes à peine. Dans les collines du Minas Gerais, au sud-est du Brésil, se trouvait une petite communauté tranquille appelée Bento Rodrigues. C'était un endroit modeste, des maisons simples, une église, des familles qui vivaient tout près des mines de fer qui façonnaient cette région. Là-bas, la vie avançait à un rythme paisible jusqu'à un après-midi de novembre 2015, quand un mur de boue toxique a dévalé la vallée en rugissant et a enseveli presque entièrement le village. La catastrophe est venue d'un barrage minier. Dans cette partie du Brésil, les déchets issus du traitement du minerai de fer sont stockés derrière d'immenses barrages de terre, retenus sous forme d'une boue épaisse et lourde appelée résidus miniers. L'un de ces barrages, perché dans les collines au-dessus de Bento Rodrigues, a cédé de manière catastrophique. Quand il s'est rompu, il a libéré un déluge inimaginable de boue et de déchets miniers, des dizaines de millions de mètres cubes qui ont déferlé dans la vallée à une vitesse terrifiante. Les habitants en contrebas n'ont presque pas été prévenus. Il n'y a eu ni le temps de se préparer, ni même vraiment le temps de fuir. La vague de boue a traversé Bento Rodrigues de part en part, engloutissant les maisons, les rues et tout ce qui se trouvait sur son passage. Elle a arraché des bâtiments à leurs fondations et les a enterrés sous une boue épaisse, étouffante. Les gens ont couru désespérément vers les hauteurs, pendant que l'inondation les poursuivait en remontant la pente. Beaucoup ont réussi à s'en sortir, avec pour seul bagage leur vie, regardant leur maison disparaître sous la marée brune. D'autres n'ont pas eu cette chance. Des vies ont été fauchées dans ce torrent soudain. Des familles ont été brisées. Le village effacé en un temps record. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée au village. La vague de résidus a déferlé dans le réseau fluvial local et a continué sa route, contaminant l'eau par des déchets miniers et tuant poissons et faune sauvage sur de longues portions du fleuve. Les communautés situées en aval ont perdu leur eau potable. Le poison a voyagé sur des centaines de kilomètres, jusqu'à la mer, teintant l'eau d'un brun rougeâtre maladif et ravageant les écosystèmes qu'il touchait. Ce qui avait commencé comme la rupture d'un seul barrage est devenu l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire du pays, avec des dégâts qui se sont étendus bien au-delà du village où tout avait commencé. Voir Bento Rodrigues après coup, c'est voir un lieu figé dans l'instant de sa mort. Là où se dressaient autrefois des maisons, il n'y a plus que de la boue séchée et des squelettes brisés des bâtiments. Des toits émergent encore du sludge durci. L'église est en ruine, ses murs fissurés et tachés. Des meubles, des jouets et les petits restes de la vie quotidienne gisent emmêlés dans la terre, recouverts de la même croûte brune qui enveloppe tout. L'odeur de terre sèche et de décomposition plane sur les ruines, et un silence anormal remplit la vallée où une communauté vivait et respirait autrefois. Les survivants ont été forcés de recommencer ailleurs, en emportant avec eux le traumatisme de cet après-midi-là. Beaucoup ne se sont jamais vraiment remis d'avoir vu tout leur monde disparaître en quelques minutes. De longues batailles judiciaires ont suivi pour déterminer les responsabilités et l'indemnisation des victimes, s'éternisant pendant des années, tandis que la boue durcissait lentement sur les ruines. Pour ceux qui ont vécu cela, aucun accord ne pourra jamais ramener les voisins qu'ils ont perdus, ni la maison qui leur a été volée par un mur de déchets qui n'aurait jamais dû céder. Bento Rodrigues reste un avertissement sinistre sur les dangers cachés de l'industrie, sur ces immenses réservoirs de poison que nous construisons au-dessus des lieux où vivent les gens, et sur le prix terrible à payer lorsqu'il cède. Le village n'avait rien fait pour mériter son sort. Il existait simplement sur la trajectoire d'une catastrophe née de la négligence humaine, et quand le barrage a rompu,
Il n'y avait ni clôture, ni autorisation, ni système d'alerte qui aurait pu le sauver. En un seul après-midi, une communauté ordinaire est devenue une ruine scellée de sludge durci dans laquelle plus personne ne pourra jamais vivre. Nous voilà maintenant au bord de la première place, l'endroit le plus glaçant, le plus interdit de toute cette liste. Avant que je ne le révèle, prenez un instant et imaginez-le dans votre tête. Quelle catastrophe pourrait bien surpasser tout ce que vous venez de voir? Écrivez votre réponse dans les commentaires tout de suite, puis continuez à regarder pour vérifier si vous aviez raison, car la dernière histoire est celle qui a forcé toute une ville à tout abandonner et à fuir un ennemi qu'elle ne pouvait ni voir, ni sentir, ni combattre. Et nous voici donc à la première place, l'endroit le plus interdit et le plus glaçant de tous. Une ville vidée non par le feu, les inondations ou un glissement de terrain, mais par les radiations. Sur la côte de la préfecture de Fukushima, au Japon, se trouve la ville de Futaba, l'une des communes qui vivait dans l'ombre de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Pendant des années, Futaba a été un endroit ordinaire, paisible. Il y avait des maisons et des écoles, des commerces et une gare, des familles qui vivaient et travaillaient au rythme tranquille d'une petite ville côtière. Puis, en mars 2011, le monde sous leurs pieds s'est brisé et Futaba est devenu le cœur de l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Tout a commencé avec la Terre elle-même. Un séisme colossal a frappé au large des côtes japonaises, l'un des plus puissants jamais enregistrés, et il a déclenché un tsunami monstrueux. Des vagues gigantesques ont balayé le littoral, emportant tout sur leur passage. Quand ce mur d'eau a atteint la centrale de Fukushima Daiichi, il a submergé les protections et mis hors service les systèmes qui maintenaient les réacteurs nucléaires au frais. Sans refroidissement, les cœurs des réacteurs ont commencé à surchauffer et la situation a basculé vers la catastrophe. Des explosions ont déchiré plusieurs parties de l'installation et des matières radioactives ont été relâchées dans l'air, emportées par le vent au-dessus des terres alentours. Pour les habitants de Futaba, l'ordre est tombé vite, sans laisser la moindre place à la discussion. Évacuation immédiate et presque rien n'a emporté. Les familles ont saisi ce qu'elles pouvaient et ont fui, en pensant, comme tant d'autres dans ce genre d'histoire, qu'elles reviendraient bientôt. Elles ont laissé les repas sur les tables, le linge sur les fils, les voitures dans les allées, les animaux dans les jardins. Elles ont quitté leur maison pour un avenir incertain, sans savoir que le poison invisible qui se répandait dans leur ville les tiendrait éloignées pendant des années, et pour certaines, pour toujours. Toute la ville a été placée sous ordre d'évacuation et enfermée dans une zone d'exclusion nucléaire. Ce qui rend Futaba si profondément troublante, c'est que le danger ne se voit pas. Quand on entre dans la ville, au premier regard, une grande partie semble étrangement normale. Les maisons sont toujours debout, les rues suivent encore leur ligne nette, les enseignes des magasins pendent toujours au-dessus de portes vides. Mais le silence est total, et l'air lui-même inspire la méfiance. La nature a commencé à reprendre ses droits, les mauvaises herbes percent le bitume, les lianes grimpent sur les murs, et les animaux circulent librement dans les rues désertes. À l'intérieur des maisons, le temps s'est simplement arrêté à cet instant de fuite. Les calendriers affichent encore le mois de la catastrophe. La poussière recouvre tout. Les effets personnels sont restés exactement là où ils avaient été laissés, en attendant des propriétaires qui n'ont jamais pu revenir. Pendant longtemps, toute la ville a été totalement interdite d'accès, et même aujourd'hui, entrer dans de nombreuses zones exige une autorisation et des mesures de protection à cause des radiations qui persistent dans le sol et les structures. Des équipes en combinaison de protection ont passé des années à accomplir l'immense travail de décontamination, gratter la couche superficielle du sol, laver les bâtiments et mettre en sac d'innombrables tonnes de terre contaminée dans l'espoir de rendre certaines parties de la région à nouveau habitables. Lentement, avec prudence, de petites zones ont été rouvertes et un tout petit nombre d'anciens habitants ont été autorisés à revenir.
Mais Futaba ne sera plus jamais la ville qu'elle était. Trop de choses ont été perdues, trop de choses restent dangereuses, et trop de gens reconstruisent leur vie ailleurs pour jamais rentrer chez eux. Il y avait autrefois une grande enseigne lumineuse arquée au-dessus de l'une des rues de la ville, avec un slogan proclamant fièrement que l'énergie nucléaire était l'énergie d'un avenir radieux. Cette promesse joyeuse, affichée à une époque pleine de confiance, est devenue l'un des symboles les plus amers de la catastrophe. Un message d'espoir suspendu au-dessus d'une ville que le nucléaire avait vidée de toute âme vivante. L'écart entre ce slogan éclatant et les rues silencieuses et contaminées en dessous résume toute la tragédie en une seule image déchirante. Debout au bord de la zone d'exclusion, en regardant ces rues où l'on vous avertit de ne pas entrer, on ressent une peur différente de tout le reste dans ce classement. Le feu, on le voit. Les inondations, on les entend arriver. Mais les radiations sont silencieuses, invisibles, patientes. Elles s'infiltrent dans la terre, les murs et l'eau, et restent là pendant des années, des décennies, des générations. Elles ont pris une ville entière en un instant et ont refusé de la rendre. Les habitants de Futaba ont perdu bien plus que leur maison. Ils ont perdu tout leur monde, forcés de fuir un ennemi sans bruit, sans trace visible pour l'œil. Un ennemi qui a transformé une communauté vivante en la ville fantôme la plus interdite de toutes. Maintenant que vous les avez tous vus, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces dieux interdits serait votre numéro 1 personnel et pourquoi ?